Nous allons maintenant effectuer un zoom sur les caractères quantitatifs. On distingue deux types de caractères quantitatifs. On dit que le caractère numérique étudié, il est discret s'il ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Par exemple, si je vous ai questionné sur le nombre de sports que vous pratiquez de façon régulière, les réponses vont aller de 0 à 1, 2, 3, 4 ou 5 sports maximum. On ne peut pas avoir 4,5, on ne peut pas avoir 3,2, on ne peut pas avoir quelqu'un qui nous dit je pratique 153 sports. Ce n'est juste pas possible. Donc, en réponse à cette question-là, vous n'allez pouvoir me répondre qu'un nombre fini de valeurs. En revanche, si je vous ai questionné sur la taille que vous faites, les valeurs possibles sont pratiquement illimitées. Alors bien sûr, aucun d'entre vous ne fait 3,50 m, aucun d'entre vous ne fait 43 cm, mais selon la façon dont vous avez envie de répondre, vous pouvez répondre que vous faites 1,70 m, ou 1,70 m et 5 mm, ou 1,70 m et 53 dixièmes de millimètre, etc. Il y a une façon infinie de répondre à la question posée, donc on dit dans ce cas-là que le caractère est continu. Pour représenter les caractères discrets, eh bien, la façon la plus simple, c'est de les ranger dans un tableau. Comme il ne peut y avoir qu'un nombre fini de valeurs, cela va très rapidement. Il suffit de répertorier les valeurs qui sont possibles, exactement comme on l'a fait précédemment pour les caractères qualitatifs. Et en dessous, on va faire figurer l'effectif pour lequel cette valeur est atteinte. L'habitude, c'est de ranger toutes ces valeurs par ordre croissant. Cela nous permet de faire dans notre tableau une troisième ligne dans laquelle nous faisons apparaître ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. La lecture en est très simple. Nous savons, grâce à cette troisième ligne, qu'il y a par exemple 23 élèves sur les 30 qui font maximum 2 sports de façon régulière. La fréquence d'un caractère, c'est toujours le pourcentage d'individus ayant ce caractère. Donc on peut faire un tableau avec juste les fréquences ou bien les présenter dans le même tableau que les données brutes, c'est ce que j'ai choisi de faire ici. Donc nous voyons que nos 23 étudiants qui font 0, 1 ou 2 sports en fréquence cumulée représentent donc 77% de la population totale. Pour représenter les données, il est évident que l'on aime bien aussi faire des représentations graphiques. Une représentation graphique tout à fait classique, c'est la représentation en bâton. En abscisse de ce diagramme, nous faisons figurer toutes les valeurs possibles du caractère étudié, y compris le cas échéant, celle pour laquelle il n'y a aucune réponse, c'est-à-dire l'effectif est égal à 0. En ordonnée, on fait figurer les valeurs possibles de l'effectif associées à chaque valeur du caractère, et ainsi, chaque bâton représente l'effectif associé à une valeur du caractère. Une autre façon de représenter les données lorsqu'on a affaire à un caractère discret, c'est de faire ce que l'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Ici, nous avons donc en abscisse les valeurs qui sont possibles, et en ordonnée, j'ai fait figurer l'effectif cumulé, donc qui va donc évidemment de 0 jusqu'à 30, et nous relions ces différents points par une ligne brisée. Nous avons maintenant, sur nos séries de valeurs numériques, plusieurs calculs que nous pouvons effectuer. Le premier calcul que vous connaissez depuis longtemps, c'est le calcul de la moyenne. On appelle moyenne du série statistique le quotient de la somme des valeurs par l'effectif de la population. Alors, j'en profite pour vous proposer une nouvelle notation. Donc, ce grand signe, c'est un sigma. C'est une lettre grecque, et donc, lorsqu'on l'écrit en majuscule comme ceci, eh bien, ça veut dire en mathématiques la somme. Donc ici, c'est 1 sur n, somme de 1 jusqu'à n des xi, c'est-à-dire des valeurs de ma série statistique. Lorsque les données sont dans un tableau, une façon très très simple de calculer la moyenne, c'est d'effectuer dans chaque colonne, sur une dernière ligne, le produit de la valeur correspondant à la colonne par l'effectif. À ce moment-là, en faisant la somme de ce qu'on a trouvé dans cette ligne,
Et en divisant par l'effectif, on obtient directement la moyenne. Donc si je prends la série sur laquelle nous travaillons depuis le début, c'est-à-dire le nombre de sports pratiqués, eh bien ici je vois que la moyenne est de 1,5. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment notre série statistique est centrée, ou bien au contraire très étalée. Donc nous allons étudier différentes choses. Un premier paramètre que l'on étudie, c'est ce qu'on appelle l'étendue d'une série statistique. C'est simplement la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs. Ici, la plus petite valeur c'est 0, la plus grande valeur c'est 4, et bien l'étendue c'est tout simplement 4. La médiane, c'est la valeur qui partage une série statistique ordonnée en deux morceaux de taille identique. Ici, il y a 30 valeurs dans la série, la 15e et la 16e valeur sont 1, donc la médiane c'est 1. Le premier quartile d'une série, c'est une valeur telle qu'un quart au moins des données sont inférieures ou égales à Q1. Ici, j'ai 30 valeurs, donc pour avoir un quart des données, un quart de 30 c'est 7,5, je vais chercher la 8e donnée. La 8e valeur ici, c'est 0, le premier quartile est 0. Le troisième quartile, de la même façon, c'est une valeur, Q3, telle que 3 quarts au moins des données soit inférieure ou égale à Q3. Ici, 3 quarts de 30, ça fait 22,5. Je vais donc chercher la 23e valeur. La 23e valeur, c'est 2. Donc le troisième quartile, c'est 2. J'appelle écart interquartile la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Ici, mon premier quartile est 0, mon troisième quartile est 2. L'écart interquartile, c'est 2. C'est de calculer le rapport entre l'écart interquartile et l'étendue de la série. Plus ce rapport est grand, plus les données sont réparties sur toute l'étendue de la série. A l'inverse, plus ce rapport est petit, plus les données sont concentrées autour de la médiane. L'autre chose qui est intéressante lorsque j'ai fait tous ces calculs sur une série statistique, c'est de vérifier si la moyenne et la médiane sont proches ou pas. Si elles sont proches, ça veut dire qu'on a une répartition équilibrée de part et d'autre de la médiane. Si elles ne le sont pas, ça veut dire que la répartition est déséquilibrée. Un exemple qui est souvent pris, c'est la répartition des salaires en France, avec un salaire moyen qui est nettement supérieur à la médiane. Puisque nous parlons de moyenne, parlons de la moyenne, qui présente une propriété très intéressante. Nous devons d'abord définir ce que c'est qu'une sous-population. Une sous-population, c'est un ensemble d'individus pris au sein d'une population selon un critère. Le critère de définition d'une sous-population peut être absolument quelconque, l'important, c'est qu'il soit précis. Par exemple, les élèves de ma classe, je peux faire une sous-population avec ceux qui ont les yeux marrons, bruns, et puis les autres. Ou bien, évidemment, je peux faire une sous-population avec les filles et les garçons. Ou je peux faire une sous-population avec ceux qui font espagnol seconde langue et les autres. L'important, c'est que mon critère soit totalement dépourvu d'ambiguïté et que je sache de façon très très claire si un individu précis appartient ou pas à la sous-population. Eh bien, lorsque j'ai divisé une population en deux sous-populations disjointes, c'est-à-dire qui n'ont aucun élément partagé, la moyenne d'un caractère sur l'ensemble de la population, c'est la même chose que la moyenne pondérée des moyennes mesurées au sein de chaque sous-population. En clair, si ma population A été divisée en deux sous-populations A1 et A2, si l'effectif de A1, je l'appelle N1 et celui de A2, je l'appelle N2, et que la moyenne sur A1 c'est M1 et celle sur A2 c'est M2, eh bien la moyenne sur l'ensemble A au complet, c'est M1 fois N1 plus M2 fois N2, le tout divisé par N1 plus N2. Nous allons maintenant représenter dans un diagramme en boîte les notes obtenues à un contrôle au sein d'une classe. On sait que le minimum a été de 3, la note maximale a été 18, le premier quartile est à 7, le deuxième, c'est-à-dire la médiane, à 11 et le troisième à 13. Voici ce que donne ce fameux diagramme en boîte. Nous avons donc une boîte avec deux extrémités qui représentent bien le mini et le maxi des notes. Et puis, nous avons la boîte elle-même avec le premier quartile, la médiane et le troisième quartile. L'idée de ce diagramme, c'est de nous permettre de nous imaginer que une bonne moitié des effectifs doit se situer dans la boîte et
qu'on a moins de la moitié des effectifs qui est vraisemblablement en dehors de la boîte. La dénomination de ce diagramme, diagramme en boîte ou diagramme à moustache, ou boîte à moustache, vient de l'interprétation de ce petit dessin. Donc la boîte, c'est cette partie rectangulaire qui va donc du premier quartile au troisième quartile. Les moustaches, ce sont les extrémités qui figurent les deux valeurs extrêmes de la série, le minimum et le maximum. L'intérêt du diagramme en boîte, c'est qu'il est extrêmement commode pour comparer deux séries de même nature. Supposons que par exemple qu'à un deuxième contrôle, j'ai eu des notes avec un mini de 6, un maxi de 20. Je me dis, tiens, ça va mieux, mon maximum a monté, mon minimum a monté aussi. Mais attention, je dois regarder aussi les quartiles, la médiane, et si je compare bien ces deux séries, dans ce deuxième contrôle, en réalité, même si le minimum est plus haut et le maximum est également plus haut, on voit que la masse des élèves se situe plutôt en retrait par rapport au premier contrôle. Ce diagramme en boîte me le montre de façon tout à fait évidente.